Ah ben, Erev Tov, franchement, quand la cavode, hein. Jeudi soir, préparatif de Shabbat, je croyais qu'on allait être 7, 8. Blaïdara. Quand la cavode. Bon, alors, Shaya m'a demandé un cours sur la force qu'une maman peut donner à ses enfants. Tu penses que tu leur donnes pas assez? On va voir. Très bonne réponse. Tu leur donnes. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tu leur as donné ce qu'ils avaient besoin, ça c'est sûr. Sinon, ça aurait été autrement. D'abord, je m'ai posé la question, pourquoi la maman? Pourquoi on ne dit jamais la force que le papa il donne à ses enfants? Pourquoi on parle toujours de la mère? Donne pas de force. C'est pas filmé, heureusement. Pourquoi la maman? C'est le bébé sans la celle qui est plus présente. Plus forte que C'est notre la maman qui ressent. Oui, mais est-ce que ça veut dire, à l'exclusion du papa, que le papa donne pas de force? Donner de la force à ses enfants, c'est pas quelque chose qui dépend forcément du temps. D'ailleurs, les Chachamim disent, et même jusqu'au dernier, les Baalei Moussar de la génération précédente, que ce soit le Rav Salanter ou même que ce soit le Rav Dessler, ils disaient le chinour, c'est 5 minutes par jour. Il n'y a pas besoin que ce soit... le chinour, c'est un temps court, mais de qualité. Ah ben, pourquoi c'est la maman qui donne la force? Parce que les femmes, elles ont plus de force morale. Elles sont plus chazaka dans leur façon de faire. C'est vrai, les femmes sont plus chazaka dans leur offi, c'est vrai. Et elles ont la manière de faire passer les messages aussi. Pas Peut-être toujours. contrairement au papa. Pas toujours. Mais, étant donné que c'est accompagné de beaucoup d'amour, même si c'est maladroit, l'enfant il va être capable de sentir derrière la maladresse l'amour que la maman lui donne. Donc on va voir concrètement aussi, il y a des raisons précises. Déjà, il faut comprendre qu'un enfant, il grandit dans le ventre de sa mère. Ce lien-là, ce lien du sang qui n'existe pas avec le papa, ce lien du sang fait que l'enfant aura toujours plus envie d'aller vers la maman que vers le papa. D'ailleurs, on a remarqué on a toutes remarqué qu'un enfant, quand il a un secret ou quelque chose qui le dérange, à qui il va parler en premier? À la maman. Pourtant, la maman peut être parfois très dure et très sévère. Mais il n'empêche qu'il sait qu'il va aller vers la personne qui va rentrer dans l'histoire, qui va disséquer, qui va lui expliquer, qui va le gronder, qui va recadrer. Et qui ne va pas forcément rentrer dans le jugement. Une maman, elle a cette force de ne pas rentrer dans le jugement avec ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait jamais. Parfois, oui. Quand c'est des choses qui sont énormes, c'est très difficile de ne pas rentrer dans le jugement avec ses enfants. Ah ben la maman, la femme de manière générale, elle a cette capacité de voir loin. Elle ne voit pas l'instant T. Quand un enfant a 7 ans, et on l'a souvent donné en exemple dans le cours, quand elle voit un enfant de 7 ans en train de dire à son frère si tu me fais mon lit, je te donne ma part de machin, elle voit que dans 20 ans, ça sera un manipulateur et à 30 ans, un pervers narcissique avec sa femme. Ça, c'est la capacité de la femme. Elle dit, oh là là, si ça commence là maintenant déjà à manipuler, attention. Alors que un homme va pas forcément, d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on a fait le test, on a posé la question au papa, elle a dit, oh, ça va, c'est des gosses, ça va, c'est mignon, oh, il est intelligent. Presque il a rigolé, genre. Oh. On ne regarde pas l'événement, on regarde la racine des choses. La maman, elle est capable de voir ça, de voir la racine. Et de ce fait, sa chorma, comme c'est une chorma qui est sur du long terme, et c'est une chorma, du coup, quand elle voit ça, elle va construire quelque chose pendant longtemps, ça qui va permettre de donner de la force à ses enfants. Parce qu'elle va aller lui expliquer les choses. Elle va lui dire, tu sais, on ne peut pas manipuler, la manipulation c'est ça, si tu fais ça, c'est-à-dire que tu ne prends pas de responsabilité. Elle est capable d'expliquer au niveau de l'enfant et de rentrer dans les détails et de lui donner de réveiller en lui sa conscience, de dire, tu ne peux pas utiliser les gens pour ton bon plaisir. Tu ne peux pas faire ça et ça. Parce que ça veut dire ça et ça et ça. Ça, c'est la femme qui a cette capacité. L'homme, il n'a pas cette capacité. Et ça donne énormément de force. Pourquoi? Parce qu'un enfant, forcément, c'est un enfant. Il est coulo yetzarara, l'enfant. L'enfant, il ne voit pas le mal quand il fait les choses. Là où il peut aller à son profit personnel, il va y aller. Et on ne peut pas lui reprocher. Il n'a pas Yetzeratov. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la maman, en fait? Elle va implanter de Yetzeratov avant qu'il l'ait reçu. De manière à ce qu'à l'âge de la bar bat mitzvah, quand l'enfant va recevoir son Yetzeratov et Yetzerara, et que son Yetzeratov va venir le taquiner, il va dire, ah oui, je me rappelle, ma mère m'avait dit ça. Ah oui, je me souviens. Il va avoir des points de repère. Et ça va être beaucoup plus facile pour lui, justement, de mettre en pratique toutes ces choses-là que sa maman lui a appris
au lieu de les découvrir à l'âge de 13 ans en disant mais qu'est-ce qui se passe, oh là là, je suis quelqu'un de tordu. Non, viens, je t'explique comment ça fonctionne. Ça déjà, c'est le lien. Après, il y a cette très belle chanson qui dit Shema béni moussar avicha. Écoute mon fils, le moussar, la morale de ton père, Artitosh Torah timecha, et ne te déracine pas de la Torah de ta mère. Alors c'est très intéressant parce que la question qu'on pose normalement c'est le papa qui donne la Torah à la maison. Qui c'est qui va étudier, qui c'est qui veille à ce que les halakhot soient respectés, etc. C'est le papa, ouais. Pourquoi on dit Torah timecha? Parce que mais le papa aussi c'est un exemple vivant. Mais justement la maman, sa force à elle, c'est qu'elle va le mettre en pratique. On va dire dans le cas où une maison elle a un bon cadre, une bonne bâtisse, elle va mettre en pratique ce que le papa il veut. C'est-à-dire que l'enfant ne voit pas forcément que le papa impose des choses ou demande, etc., etc. Il va juste voir le moussard de son père. C'est quoi le moussard? Sa façon de se comporter. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il est généreux? D'accord? Le moussard. Mais la Torah, les enseignements de vie pratique dans le quotidien, c'est la maman qui va. C'est la maman qui va dire à sa fille, baisse ta jupe, attention, elle n'est pas de sa noix. C'est la maman qui va dire, regarde, t'as mis ta pote vie, ton taille de katane. Le matin, tu touches rien avant d'avoir fait Netila. Le papa va dire, ou il n'est pas là, ou il ne va pas forcément prêter attention à ce genre de choses. C'est un truc de fou. Et en fait, on croit que le papa, il s'en fiche. Il s'en fiche pas. Il n'a pas le logiciel. C'est pas installé chez lui. Hachem, oui. Vraiment, ça nous permet de comprendre ça, parce que des fois on peut penser que le papa il s'en fiche, il n'est pas investi, etc. Non, en fait, c'est vraiment pas son job. Akadosh Baruch Hu n'a pas installé à l'intérieur du papa ce logiciel d'observer les petites choses. D'ailleurs, on dit souvent à un homme, c'est où? C'est devant ton nez, tu vois pas? Bah non, je fais pas. Alors que la femme, les yeux fermés, dit c'est là-bas, j'ai vu, je suis passée devant, j'ai. Troisième tiroir. Comment ça marche? Parce que la femme, elle a ce logiciel, elle regarde le détail, elle voit les choses, elle voit chaque petite chose, elle ne rate rien, elle est observatrice, et c'est en ça que l'enfant va s'attacher du coup à la Torah de la maman. Parce que dans chaque chose que l'enfant y fait, la maman va rentrer de la Torah. Elle voit son enfant qui mange mal. Attention, tu fais tomber de la nourriture, c'est la tâcherie, t'as la nourriture qui tombe par terre. Attention, ta façon de te comporter, tu dois être agréable, les gens ils te regardent, ils ne doivent pas être dégoûtés, etc. Le papa, qu'est-ce qu'il va dire s'il voit ça? Oh, mange proprement, c'est dégoûtant. Bon, et après? Est-ce que le papa va rentrer dans les détails, va expliquer à l'enfant le pourquoi des choses? Non, il ne sait pas faire ça. C'est pas son job. Il ne sait pas. D'accord? Alors que la maman, oui, elle va rentrer dans les détails. Troisième chose, la femme de manière générale, qu'est-ce qui... C'est marrant parce que j'ai eu le débat la semaine dernière au travail avec une collègue, on a posé la question, on disait, c'est quoi la féminité? Est-ce que la féminité, c'est le fait d'être coquette, maquillée, bien habillée, etc. C'est quoi la féminité? Non. Non. Une femme, elle peut être sanois et absolument pas féminine. Non, la coquetterie, c'est Sheker Rachel ve'evel ayofi. Isha yirat Hashem et Kitalal. On dit dans Eshetraï tous les vendredis soirs. Sheker Rachel, la grâce, c'est du mensonge et la beauté, c'est de la vanité. La femme qui est digne de louange, c'est qui? C'est celle qui respecte la Kadosh Baruch Hu, celle qui a la crainte du ciel. D'accord? Donc, on revient à cette question. Qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce qui définit? Qu'est-ce qui fait que quand on voit une femme, on dit elle est féminine? Un comportement. La douceur, Oui, c'est dans son comportement. C'est effectivement pas du tout dans son aspect extérieur. C'est pas dans la taille qu'elle fait, hein, qu'elle fasse un 38 ou un 48, ça ne change absolument rien. non, mais c'est pas le fait, comme tu as dit la dernière fois, une femme qui crie, pas de sa noix. Alors, avant de ne pas être sanois, c'est pas féminin. Une femme qui crie, quand on voit une femme crier, on dit ah là, elle la voit comme un homme. Ouais. Tout de suite. C'est-à-dire, nous, quand on voit ça, on ne se voit pas nous agir. Mais quand on voit une femme crier, on dit waouh, c'est beau. Une poissonnière, ouais. Et en fait, c'est ça. Les deux midotes, on va dire, les deux pôles principaux qui donnent le ton de la féminité chez la femme, c'est la patience et la douceur. Une femme patiente et une femme douce, la douceur.
Et c'est très intéressant, parce qu'il faut savoir que... C'est quoi ça? C'est la femme avec La douceur. Alors, je vais répondre c'est quoi la douceur, mais c'est très intéressant parce que j'ai lu la dernière fois un mercar qu'ils ont fait dans le monde goy, hein, auprès de plusieurs hommes, de tout âge, de tous horizons, etc., etc. Quelle est la qualité la plus importante pour vous chez votre femme, pas dans la femme, chez votre femme? Et ils ont répondu dans 98% des cas, la douceur. La douceur. Ah, c'est intéressant parce que la douceur. Un homme, qu'est-ce qui va l'attirer chez une femme? Qu'est-ce qui va le fait qu'il va sentir, waouh, ça c'est une femme, c'est sa douceur. Une femme douce, qui parle gentiment, qui a l'écoute, etc. Tout ça, ça rentre dans la douceur. D'accord? Une femme qui ne va pas s'énerver ou qui ne va pas piquer des crises au moins de problème. Une femme qui va être capable de communiquer, d'accord, d'expliquer les choses avec douceur. C'est-à-dire quoi avec douceur? Sans critique, sans jugement. C'est dur, hein? Calmement. Qui va les voir, qui va s'exprimer, qui va prendre la responsabilité de ses émotions et pas commencer à accuser l'autre. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? On ne pas nous faire chier. Oui? Non, je demandais en fait, et c'est marqué dans la loi que la femme, elle a des notes de patience et douceur, ou genre c'est en général, on sait que la femme, elle a... Alors, les Chachamim, ils expliquent que oui, effectivement, une femme, de manière générale, le comportement de la femme, c'est... Regarde les imaot, par exemple. Moi, je trouve qu'elles sont pas trop patientes. Ah ouais? Pas patientes? Je trouve qu'elles étaient... Non, mais... Elles sont extrêmement patientes. Ah, ok, non, je crois que tu parlais de la génération d'aujourd'hui. Genre les mamans de... Alors, effectivement, aujourd'hui, on a un inversement énorme du féminin masculin. Énorme. Non, les femmes sont devenues des hommes. Ah non, il a... Nos imaot, elles ont... Nos imaot, quand on parle d'elles, Non. on parle d'une réserve, on parle de quelque chose de discret, on parle de quelque chose de posé. D'accord? Tout ça, c'est de la douceur. Tout ça, ça rentre dans la douceur. D'accord? Le côté posé, réfléchi de la femme, c'est forcément une femme qui est posée, réfléchie, elle va être une femme douce. Forcément. D'accord? Pas une femme qui va s'exciter au moindre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la femme, on voit un phénomène inversé. On voit des femmes qui ont des vrais comportements masculins. Elles bossent, elles exigent, elles sont dans le contrôle. Alors, non, ça, normalement, c'est réservé aux hommes. Et on voit des hommes qui ne prennent pas position, qui ne prennent pas de place, qui se laissent guider. Donc, problème de masculinité, féminité. Aujourd'hui, effectivement, les choses s'inversent. Mais toujours est-il que les deux pôles principaux de la femme, c'est la douceur et la patience. La femme, elle est capable, on voit, hein, l'éducation des enfants, elle est capable de répéter 1 milliard de fois la même chose. Ouais, mais la patience a des limites après. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi la limite? Attends, la limite c'est toi ou la limite c'est le chinour? Les deux? Non. Ça doit pas être toi la limite. C'est-à-dire que toi, tu dois Combien de tout fois faire, les Torah taïelet. 2 fois, 3 fois, 10 fois. Mais voilà. Oui, mais regarde Je que... me vénère après. Oui, mais regarde, Eva, regarde que dans le judaïsme, tout est répétitif un nombre incalculable de fois. Chaque année, on fait Pessah. Toutes les semaines, c'est Shabbat. Chaque année, Rosh Hashanah. On refait les choses et on répète. Et on redemande pardon à Dieu à Kippour et on refait les Averot, etc., etc. Or, c'est marqué que quoi? On doit ressembler à Hachem. Vedavak tabo, on doit coller à Dieu. Alors, il dit, c'est quoi coller à Dieu? C'est essayer, dans la mesure du possible, de coller aux midot d'Hachem. D'accord? C'est quoi les midot d'Hachem? On voit qu'Hachem, il est longanime. Hachem, il a marqué, il est long à se mettre en colère. Il est long. Ce n'est pas en colère. Heureusement que Dieu, il n'est pas comme nous. Hein. Petit Katsar, dès qu'il y a un problème, clac, clac, clac. Heureusement, il n'y aurait plus personne sur Terre. Donc, entre le laxisme, où tu peux répéter 1 milliard de fois, tu n'as pas de résultat, et, j'ai dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après c'est fini, je punis, il y a un milieu entre les deux. C'est-à-dire que quand tu vois que ton enfant, il a une difficulté dans la mise en place de quelque chose, le fait de répéter n'est peut-être pas la solution. La patience de la femme, elle va aller où? Elle va dans le fait d'être capable d'attendre, de voir des résultats. Et d'ailleurs, le Rav Dessler, il dit, le chinour des enfants, c'est comme le palmier. Le palmier, c'est le seul arbre qui d'abord fait toutes ses racines avant de sortir de la terre. Le seul.
C'est pour ça qu'on dit tzaddik atamar ifrar. Le tzaddik, il va fleurir, éclore, etc., comme le palmier. Parce que c'est le seul arbre de la création, le palmier, qui fait des racines, toutes ces racines, avant de sortir le tronc. T'imagines? C'est-à-dire que tu peux planter un palmier et 3 générations plus tard, ils vont voir sortir. Toi, tu ne verras pas. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Patience. Toi, tu crois que quand tu répètes, ça n'a pas d'impact. C'est pas vrai. Ça a un impact. Maintenant, la chokma de la femme va dire, peut-être qu'au lieu de répéter, je vais lui donner un type, je vais lui donner une astuce. Je vais faire les choses autrement, etc. Mais la patience, c'est quoi en fait, principalement? C'est de ne pas attendre d'avoir des résultats tout de suite. C'est ça la patience. N'attends pas de voir tout de suite les résultats de ton éducation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Chafetz Chaim? Les choubanim shimouli. C'est marqué dans Teilim. Les choubanim shimouli. Le Chafetz Chaim, il explique, il dit, c'est quoi ce pasouk? Les choubanim shimouli. Partez les enfants, écoutez-moi. S'ils sont moi, ils vont tout écouter. Il dit non, c'est quand les choubanim, quand les enfants ils partent, c'est là que tu vois que shimouli qui t'ont entendu. Ah bah oui. Ça veut dire qu'en fait quoi? Tu vois pas les Comme on résultats. était chez notre mère, on allait dire. Exactement. Dès lors que tu te maries, etc., tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé pendant toutes les années où tu étais chez tes parents, tu vas les mettre en application. Mais aucun enfant ne se révèle complètement tant qu'il est dans la maison de ses parents. C'est quand on sort. C'est en ça que la femme, elle a cette patience. C'est-à-dire qu'elle va donner de la force à ses enfants parce qu'elle ne va pas leur exiger des résultats immédiats. Elle va semer. Elle va semer. Et un jour, pitonne, un palmier. Magnifique. Waouh! Je ne me suis pas fatiguée pour rien. Seulement quoi? Le problème est toujours le même. Si on nous donnait à voir dès aujourd'hui les résultats quand notre gosse il aura 25 ans, tu dis, ça va, je ne vais pas m'angoisser, tout va bien. Seulement tu ne sais pas. Et on ne t'a pas donné la fin de l'histoire. Donc toi, tu es toujours en train de dire, est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il a bien enregistré? Est-ce qu'il a bien capté? Est-ce qu'il m'a entendu? Est-ce qu'il a intégré? Donc forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répéter. Tu vas répéter, tu vas redire sous d'autres formes, avec d'autres mots. Pas tout le temps au même moment, tu vas laisser un espace, après tu reviens. Mais tu vas forcément. Le chinour, le Rav Keila, il disait, le chinour, nashon chanok. Ça veut dire quoi, chanok? L'enfant, il doit se sentir étranglé. Ça veut dire quoi, étranglé? Ça veut dire, et là. C'est-à-dire que tu lâches rien. Mais ne rien lâcher, ça ne veut pas dire que tu vas mettre l'enfant sous pression. Ça veut dire que tu ne vas rien abandonner. Si pour toi c'est quelque chose d'important, tu vas le lui transmettre jusqu'à ce qu'il quitte la maison. Et je te garantis, pour avoir des enfants mariés, que même quand ils sont mariés, tu continues à leur dire les choses. Tu les dis autrement, tu les dis pas devant la femme, tu laisses un petit coup de fil. Chérie, j'ai remarqué que, fais attention, prends des pincettes, parce que forcément il est marié, tu vas pas le... ok. Mais, ça reste que, ou inversement, un enfant il t'appelle, j'ai ce problème, je fais quoi? On n'a jamais fini d'éduquer nos enfants. Jamais. D'ailleurs, la Torah elle dit que même les grands-parents ont la mitzvah trinour. Les grands-parents. Les grands-parents, t'as pas la mitzvah trinour. Avec tes enfants. Comment? Ouais. Ouais. Les grands-parents ont la mitzvah trinour sur leurs petits-enfants. C'est-à-dire que quand t'avais... Ah, j'ai oublié qu'il y avait 3 générations ici. C'est vrai. Mais si ça commence pas à l'éducation C'est toujours ce que je dis, c'est toujours sauf cas pathologique. Ça veut dire que si tu vois que les parents ne sont pas du tout non, c'est pas des problèmes. Non, il y aura. Non, personnellement, ma belle-mère, avant d'essayer de dire des trucs et tout ça, elle attend de savoir c'est quoi mon avis. Quand la cabode là, c'est une femme très intelligente. Mais c'est vrai que par exemple, si demain tu vois que ton enfant il va chez ses grands-parents et il se comporte mal, bien sûr que tu vas permettre aux parents de dire comporte-toi comme il faut. Je veux dire, tu vas dire, l'éducation c'est moi, ok, vous mêlez pas. Non, vous c'est que les bons. Pas du tout. Un grand-parent, et moi je peux te dire, mes enfants, quand mon père faisait une remarque, jusqu'à maintenant ils s'en souviennent. Ah, papy, ou ah non, mamie, elle supportait pas les coudes sur la table. T'as envie de dire c'est un détail, mais ils s'en rappellent jusqu'à maintenant. On se tient bien à table, cabot choukran, on se tient comme il faut. Ma mère, des coudes sur la table. Comment? Moi, ma mère, elle va dire un truc à ma fille, bah non. Moi aussi, c'est mon éducation, c'est moi qui décide. Mais ça dépend pourquoi. Mais si c'est un principe, si c'est un klal qui est important, ne ferme pas la porte. Au contraire, ça passera très bien et beaucoup mieux avec les grands-parents qu'avec les parents. Oui, mais si ça peut créer des problèmes avec. Enfin, je pense que. Moi, en tout cas, je pense que ça peut créer des problèmes entre la belle famille ou entre même ta mère. Si ma mère, moi, elle se met de trucs que je suis pas d'accord, elle me dit à ma fille, bah, fais pas ça. Et moi, je lui dis, bah non, je suis pas d'accord en fait. Non, je parle pas de ce qui est. Voilà, tu mélanges deux choses.
Je ne parle pas de ce que toi tu permets avec tes enfants et ce que tu ne permets pas. Je parle pas de ça. Je parle des claliques du Rhinour. Bien parler, pas mentir, pas voler, pas tricher, bien se comporter, respecter. C'est pas une histoire de. J'ai envie de te dire, c'est pas une histoire de Rhinour personnel là-dedans. Ce sont des bases qu'on transmet tous à nos enfants. Après, maintenant, ta mère, elle veut mettre la télé, toi tu veux pas la télé. Bah, bien sûr que non. Non, maman, ça, je ne permets pas. Par exemple, Oui, ou tu punis, va dans ta chambre. Non, moi je punis pas, j'en vois pas dans la chambre. Mais tu veux faire une remarque à l'enfant, de dire qu'il s'est mal comporté, etc. La punition, comment tu punis, ça c'est décidé évidemment entre les parents et les enfants. Enfin, entre le papa et la maman. Donc là, évidemment que les parents ne peuvent pas rentrer là-dedans. Mais moi, je te parle du Rhinour qui est Rhinour Klali. Rhinour Klali, les grands-parents, ils ont ça. Et je vais même te dire quelque chose. Par expérience. Même si parfois, ce n'est pas forcément notre hashkafa à nous. Le fait que nous-mêmes, devant nos parents, on sache se taire et laisser les parents dire les choses, et ben, ça apprend aussi une chose à nos enfants. Parce que tu ne peux pas dire à ton enfant respecte-moi si eux, ils ne te voient pas respecter tes propres parents. Après, tu n'es pas d'accord, tu prends ton enfant à part, tu te dis regarde, tu sais, ça c'est papier mamie, ils ont de l'habitude comme ça, etc. Moi, tu sais que je ne suis pas comme ça. Mais quand on est chez papier mamie, on respecte. Et ça passe très bien. Au contraire, c'est quelque chose qui est logique, c'est quelque chose qui est posé, réfléchi. Et l'enfant, il va comprendre que tout ça, c'est du respect en fait. Parce que si la Torah, elle te dit, mais Pénécéva Takoum, tu te lèves devant la vieille, etc. Normalement, les petits-enfants, quand les grands-parents rentrent, ils doivent se lever. Les enfants, ils doivent se lever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce respect-là, il s'est perdu complètement. Complètement. Pourquoi ? Parce que nous, on pense qu'on sait mieux que nos parents et que nos parents, même s'ils ne sont pas au même niveau de religion que nous, ils ont un vécu et une expérience de vie que nous, on n'a pas. Et que forcément, comme dit le proverbe, un jour plus vieux, un jour plus sage. C'est comme ça. Après, on n'est pas d'accord, on ne fait pas du frontal avec les parents. Tu prends tes enfants à part, tu leur expliques. Mais de manière générale, même si c'est pas forcément ce que tu veux, je te promets que de savoir courber la tête, tu donnes une leçon de triomphe à tes enfants extraordinaire, qui n'oublieront pas. Qui n'oublieront pas. Voilà, grosso modo, voilà pourquoi c'est la maman principalement qui va donner de la force à ses enfants. Après maintenant, on va voir précisément quelle sorte de force la maman elle donne. Évidemment, la première et la principale et la plus importante et celle qui englobe la plupart des choses, c'est la Emouna. Et c'est très marrant parce que dans Emouna, il y a le mot M, mère. Et forcément, c'est quelque chose qui est très féminin, cette transmission de la Emouna. Maintenant, comment un enfant, il va voir que la maman, elle va transmettre la Emouna. Première des choses, il va voir comment sa maman, elle réagit face à un problème. Un verre s'est cassé, il y a une facture exorbitante qui arrive, elle a raté son rendez-vous, elle est en retard. D'accord, tous les cas de figure qui nous énervent en général, nous les femmes. Sachez que nos enfants, ils nous observent à la loupe. À la loupe. Comment maman, elle réagit? Alors vous croyez qu'ils ne font pas attention. Pas vrai. Et même si eux, ils n'enregistrent pas de manière frontale, ils pixellent tout, les enfants. Ils pixellent tout. Il se rappelle, ouais, mais l'autre fois, toi, hein, tu te rappelles, hein, je me souviens, tu avais fait... Il a un cahier, mon gosse. Mais oui, mais c'est normal. Il y a Parce 3 ans, j'avais trouvé 10 shekels, tu les as gardés, tu m'as cassé la glace. Tu me dois 10 shekels. Ah ouais. Bon, le tu me dois, déjà, c'est un problème. Mais, comme je savais, je veux dire, à pied à la rame, tout ce qu'il y a dans cette maison, ça m'appartient. Je te dois rien du tout. Mais bon. Après, une parole, c'est une parole. C'est important de respecter notre parole auprès de nos enfants, ça c'est sûr. Mais les enfants enregistrent tout. Et en fait, la façon dont nous-mêmes on va réagir devant les événements, sans avoir besoin de parler, c'est du chinois. C'est comme ça qu'on transmet la Emouna à nos enfants. Et c'est marrant parce que Emouna, c'est M, et les autres lettres, ça forme le mot Ron. Ron en hébreu, c'est un trésor. C'est un trésor. Et en fait, quand la maman transmet la Emouna, elle transmet un trésor. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui grandit Be'emouna et qu'un jour vous entendez, quand il traverse des moments difficiles, à Kol Mina Shamayim, à Kol Letova, vous allez dormir tranquille. Je dis, celui-là, il pourra traverser plein de choses dans sa vie. Il a des kélim. Il a les kélim. Parce que, évidemment, on ne peut pas prévoir les épreuves que nos enfants ils vont traverser dans leur vie. D'accord? Ce qu'on peut leur donner, ce n'est que le moyen de gérer cette épreuve. Mais effectivement, comment un enfant il va acquérir justement cette force que la maman va lui donner, c'est en observant sa mère.
Et sachez que nos enfants nous observent tout le temps. Ils nous écoutent, ils nous observent. Vous vous rappelez cet exemple toujours qu'on donne de la maman quand le téléphone il sonne et elle dit à son fils, dis que je suis pas là. Tu vas pas mentir, quoi, c'est ça? Tu lui as appris à mentir. Pas chaud, tu lui as appris à mentir. Et toi, tu dis, non, mais je veux ma tranquillité. Et puis, tu peux même le faire pour le bien. Non, mais on parle tous les deux, là, j'ai envie d'être tranquille, dis que je suis pas là. Tu peux avoir la meilleure raison du monde. Là, tu viens d'apprendre à ton enfant à mentir. Ouais, en plus, Alors, il dit, il peut réagir, il peut dire, mais tu mens, la maman, de toute façon, mentir. Ah ben, ça, c'est notre génération. Il le dit, voilà, C'est notre génération. On a des enfants. En fait, on a une génération. Comme Machiach, il arrive là très très bientôt. Hachem, il nous dit, regarde, on n'a plus le temps de faire dans la dentelle, baba. Là, c'est de la laine. Là, c'est du rugueux. Il n'y a pas un truc, ton enfant, il va être recadré. Parce que c'est ça le but des enfants. Les enfants, c'est les miroirs des parents. Hachem nous donne les enfants pour qu'on comprenne ce qu'on doit travailler. La dernière fois, je disais un truc sur quelqu'un, la fille, elle m'a dit, mais tu fais du lachonara, là? Et qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? Je dis, bah ouais. Alors, l'exercice, ça ne va pas être dans l'erreur. Parce qu'un parent peut faire des erreurs. Un parent peut fauter. Bah oui, On n'est pas des anges. Très bien. Maintenant, le test, il va être où? Donc, qu'est-ce que tu vas lui Moi, je lui répondre? dis, t'as raison. Macron. T'as raison. Et Je suis tombée, je recommence. J'essaie de plus recommencer. non, tu as raison. Je te remercie. Ah. Kol hakavod. Je suis fière de toi que tu aies remarqué ça. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Et toi, tu t'en es rendu compte à ton âge. Moi, sache qu'à ton âge, je ne me serais pas rendu compte. Là, cet enfant-là, à ce moment-là, il va avoir du respect pour toi. Parce que tu l'as pas pris de haut. Tu n'as pas dit, oh, je suis ta mère, t'as rien à me dire. Jamais. Ou alors, même si tu as raison, excuse-moi, tes commentaires, tu les gardes pour toi. Mais je vais pas faire ça. Mais moi, j'ai vu ça de mes yeux. Des parents qui n'ont pas du tout accepté que l'enfant vienne le remettre en question. Or, tout le job des enfants, c'est de remettre en question les parents. C'est tout le job des enfants. Mais après, il n'y a C'est pas comme ça qu'on dit, on est l'insolence. C'est quoi l'insolence? C'est quoi l'insolence? Déjà, quand il répond à ce qu'on raconte, alors qu'au lieu de faire, il répond, dire non, souvent, maintenant c'est la nouvelle mode qui prend non. Et Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est la première. Mais là, en l'occurrence, de reprendre un parent, Shulchan Aruch, il le dit clairement, il dit, quand un enfant, même adulte, hein, il voit son parent, par exemple, qui est Mechalel Shabbat, il est en train de faire vraiment un Chilul Shabbat, comment il doit lui dire? Il doit lui dire, papa, Shabbat. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, il autorise l'enfant à aller faire une remarque. Maintenant, tu vas faire avec respect. Et c'est sur ça que tu dois relever ta fille. Ton fils ou peu importe qui te dit une remarque. S'il ne te le dit pas avec respect, tu dis regarde, tu as raison, mais il faut que tu me parles avec respect. Parce que ça, c'est la halakha. Tu ne peux pas venir me reprendre sur une halakha si toi-même tu transgresses une halakha. Ça marche pas. Mais. C'est l'innocence. Non. Dire un truc comme ça, c'est l'innocence, c'est pas. Non, il n'y a pas d'innocence. Si un enfant, il est capable d'entendre et de dire c'est du lachon hara, déjà, il est en gil chinour déjà. Donc il n'y a pas d'innocence. Il n'y a pas d'innocence. Un enfant, il peut très bien, dès l'âge de 2 ans, tu apprends un enfant à ne pas être chutzpah. À 2 ans déjà, tu dis que tu ne parles pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. Comment t'expliques qu'à l'époque, nos parents, ils faisaient des erreurs devant nous, on ne disait rien parce que sinon, oh là là. Et maintenant, même si on fait des erreurs, vas-y, on s'en prend plein. Ben, j'explique parce que d'abord, il y a un phénomène qui s'appelle Yeridat Adorot, la chute des générations. Aujourd'hui, la proximité. En fait, c'est ça. Parce qu'on est proche de Parce que l'enfant. aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on a avec nos enfants. C'est ce dialogue, cette communication, cette proximité. C'est vrai Du qu'on n'avait coup, pas. ça ouvre la porte À d'autres choses. à un face-à-face, à un frontal qui est beaucoup plus facile. Ouais. Forcément, c'est le revers de la médaille. Mais seulement, ça ne t'empêche pas de recadrer l'enfant en disant « Oh, tu as le droit de dire que c'est du lachon hara, mais tu dois le dire avec respect, parce que l'un n'empêche pas l'autre. » D'accord? Mais effectivement, nos enfants aujourd'hui sont beaucoup plus francs comme ça. Ils se permettent avec nous. Mais c'est pas plus long. Parce qu'on travaille plus vite. Parce que moi, je vais te dire sincèrement, je préfère ça plutôt qu'une génération où on n'a rien dit. Et dans notre cœur, mes parents étaient comme ci, mes parents étaient comme ça.
Alors qu'avec nos enfants, il n'y a pas ça. Les problèmes, ils sont réglés tout de suite, les choses, elles sont recadrées tout de suite. Et peut-être qu'avant, les parents, ils ne se seraient pas remis en question, alors que nous, notre génération, On est capable. On a cette capacité du fait qu'on dialogue et qu'on est capable d'ouvrir des dossiers et de discuter et de réfléchir, etc. Ça permet une remise en question beaucoup plus saine que dans les générations Mais surtout que maintenant, d'avant où ils n'étaient pas prêts. dans la génération d'aujourd'hui aussi, tous les enfants, je sais pas si tu as remarqué quand tu vois, mais on diagnostique tous les enfants aussi. Genre, tous les enfants, ils ont quelque chose. Dans cette génération d'aujourd'hui. Alors Et c'est qu'avant, très intéressant. il n'y avait pas ça avant. Et c'est ce que tu dis, il y avait, mais ça se savait Voilà, pas. exactement, ça se savait Il y pas. avait, il y a toujours eu, mais ça ne se savait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans tous les 10 dyslexiques, 10 machin, Ouais. tous les TD, tous les HP, il y a un dénominateur commun. C'est le manque de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ils ont tous pas de filtre. C'est phénoménal quand même. C'est incroyable. Tous, ils ont tous cette chose en commun qu'ils n'ont pas de filtre. Ce sont des enfants qui vont dire les choses comme elles viennent. Et je pense que si Akadosh Baruch Hu nous a donné ça dans notre génération, c'est parce qu'on a tellement la tête dure que si on avait des enfants qui étaient très conceptuels et très dans la forme, etc., on mettrait 100 ans pour capter. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont un peu comme nous, c'est-à-dire un peu frontal, et nous aussi on l'est. Si on s'observe bien, nous aussi on est assez frontal. On se permet aujourd'hui de dire des choses et de parler, que ce soit un chauffeur ou un grave. Moi je vois des jeunes qui parlent au rabbinim aujourd'hui. Je dis, mais moi à cet âge-là, jamais j'aurais osé parler comme ça au rabbinim, jamais. Mais c'est pas un manque de respect. Pour elle, Il y a trop de proximité. Alors, je parle pas de la proximité seulement, je parle le fait que dans le dialogue, la personne ne prend pas des gants. Elle va dire les choses comme elles viennent. Sans se dire, bon, c'est un rave, je dis les choses de manière un peu plus déguisée pour pas que. Et tout ça, c'est le même problème. Tout ça, c'est la même racine. Mais il faut comprendre que tout ça, au-delà de ça, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Bizarrement, c'est quelque chose qu'on doit régler, mais c'est pas une erreur. Et justement, c'est parce que nos enfants aujourd'hui nous réveillent énormément que justement on doit se mettre beaucoup à travailler. Énormément à travailler. Et pas laisser son enfant dire eh, oh, ça va. Vous savez, comme des fois j'entends moi, à ton âge, j'ai pas été à l'école juive, j'ai pas connu ça, c'est pas une excuse. C'est insupportable, c'est pas une excuse. Et par rapport à quoi ils disent ça? Non, parce qu'ils veulent. Genre, toi, t'as eu la chance d'apprendre c'est quoi la halachot, moi, j'ai pas eu la chance. Quel rapport? C'est deux personnes différentes. Non, mais ça veut dire que l'enfant, ce qu'il va entendre, c'est que est-ce que mon parent, il a envie de changer ou pas? Est-ce que mon parent est prêt à la remise en question ou pas? Est-ce que mon parent est honnête? Parce que c'est ça qu'un enfant, il va voir. Il va pas forcément voir les mauvais côtés. Il va pas forcément voir les mauvais côtés, l'enfant. Parce qu'il va très bien comprendre qu'un parent, c'est pas un ange, il n'est pas parfait, il fait des erreurs. Mais Atkama, tu es honnête pour reconnaître tes torts. Atkama, tu es capable de dire, t'as raison, il faut que je change. Après, le gosse, on lui a dit ça, c'est fini, il va pas regarder si on a changé ou pas. Il va pas relever. Il va juste voir et entendre, est-ce que ma mère, elle a un discours émette. Émette. Mais en vrai, c'est ça. C'est 99% du humour, c'est ça. Est-ce que tu es émette quand tu parles? Parce que oui, l'enfant, il va retenir. Si, qu'est-ce que je te dis, c'est pas ce que je fais. Exactement. C'est des vrais antivirus. C'est des antivirus. Ils ont même les filtres aussi. Ouais. Ils sentent quand tu dis quelque chose parce que tu parles comme une encyclopédie ou tu parles vraiment avec ton vécu. L'enfant, il sent tout de suite. Et puis de toute façon, C'est pas ma tomate. le message vient de l'enfant que d'un étranger. Par exemple, un étranger va nous dire une réflexion sur notre news, on va plutôt avoir envie de l'encastrer, quoi, de que tu te mêles. Alors que si c'est notre enfant. Ouais, on veut pas perdre l'image qu'on a vis-à-vis d'eux. Exactement. Exactement. Et c'est pas une faiblesse. Et ça, de lui dire d'accord. c'est pas une faiblesse que de. De lui dire t'as raison. Pourquoi une faiblesse? Voilà. C'est quoi la faiblesse? Parce qu'après, tu lui dis t'as raison, après l'enfant il pense peut-être que genre, t'as été au-dessus de toi et il doit te dire les choses, mais maman elle a reconnu, mais alors la prochaine fois que ça se passe, je vais te permettre.
Eh ben, si ton enfant il vient, il te dit des choses vraies. Tu vas t'asseoir, tu vas discuter avec lui. Et tu vas lui expliquer. Tu sais, maman, elle n'est pas parfaite. Maman, elle est comme toi. Elle travaille sur elle. Maman aussi, elle a travaillé dans ce monde, etc. Si toi, tu dis à ton enfant que tu as cette conscience, il ne va pas venir te retoquer pour chaque chose. Il ne le fera pas. Ton enfant, il va venir refaire et refaire si tu ne reconnais pas. Là, il ne va pas s'arrêter. Mais s'il voit que tu reconnais, et s'il voit que tu es conscient des choses qui ne vont pas chez toi, son job, il s'arrête là. Parce que l'enfant, son travail, dans son teva, c'est de venir faire miroir à son parent. Alors, où il va faire miroir dans son comportement, c'est-à-dire que par exemple, si tu vois un enfant qui a un problème de vol, va t'introspecter, regarde si toi, tu n'as pas un problème avec le vol, ok? Ou bien, il va venir frontal dans son dibour. C'est-à-dire, ah, attention, j'ai remarqué, gling, 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 j'ai l'impression qu'il y a un problème. Mais si tu dis, tu as raison, c'est un problème, c'est vrai, je reconnais, je sais, c'est un problème chez moi, j'y travaille. Ça y est, l'enfant, il ne va pas revenir à chaque fois te faire des remarques. C'est pas vrai. Ça, mais c'est un défaut. C'est un défaut, je dis un truc. Mais il s'en fiche du défaut en soi. Le défaut, c'est chez toi. Mais ce qui vient tester l'enfant, c'est ta capacité à être honnête. Il ne vient pas te tester sur ton défaut. Ton enfant, il sait très bien que tu n'es pas parfait. L'enfant, quand il fait une remarque, il vient tester ta capacité au émettre. Combien tu es émettre? C'est ça son job. Et si tu l'es, il ne viendra pas t'intituler. Il ne viendra pas te répéter à chaque fois ce que tu fais, c'est pas bien. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce que là, il a fait son job. Et toi, tu as très bien accepté les choses. Si toi, tu réagis au bon diapason, il n'y a aucun problème. Ne crois pas que l'enfant, il va commencer à se sentir supérieur. Parce que l'enfant, il n'a pas d'intérêt à se sentir comme ça. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. L'enfant, il aime rester l'enfant. Et le parent est le parent. C'est ça qu'il sécurise. C'est pas quand lui prend le rôle de la mère et toi, tu deviens l'enfant. Un enfant, c'est très insécurisant pour lui, c'est ce schéma. Ça passe pas. Parce que nous, à l'époque, on aurait pu aussi se sentir un peu supérieur par rapport à ce que nos parents ne savaient pas faire, ou peut-être un truc qu'ils n'avaient pas su. Alors que nous, on ne l'a pas fait, quoi, au final. Oui, mais regarde que tu as laissé passer parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, etc., et qu'on avait une crainte énorme du père parce que il y avait parfois aussi beaucoup de violence physique, violence verbale, on se prenait des raclées, etc., mais c'était tronqué. Parce que l'enfant, dans son cœur, il n'en pensait pas bien. Et du coup, ça laisse des traces. Alors que là, quand tu as un dialogue qui est honnête avec ton enfant, alors c'est fédère. Deuxième force que la maman va transmettre à ses enfants, c'est le koach hatfila. La force de la tfila. Un enfant qui voit sa mère prier. Je ne parle pas seulement des 3 tfilotes ou 1 ou 2 par jour. Ou 0. Je vous mets à l'aise. Exactement. L'enfant, il va voir, quand sa maman, elle est dans une difficulté, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? D'abord, elle parle à Dieu. Elle dit, ah là là, Hachem, aide-moi, au secours, Hachem, j'ai besoin d'aide. Et genre quoi, tu fais à voix haute? Par exemple, tu fais la vaisselle, tes enfants, ils sont là, et tu parles avec Hachem, et genre, tu le fais à voix haute. Je parle pas de quand tu es en niveau des doutes. Non, je te parle genre en mode t'es en train de la vaisselle. Oh là là, Hachem, c'est pas possible, je vais faire ça. Oh là là, Hachem, aide-moi. Faut que je me rappelle en mode merci Hachem pour ça. Genre, si, bien sûr. Ok, mais parfois, moi, par exemple, moi, je sais que par exemple, la Hitbo des doutes, c'est plus simple pour moi. Je vais t'envoyer une petite vidéo sur Instagram, très intéressante, qu'un gars a fait sur justement les gens qui font des petites sourds dans les mots. C'était très marrant. Mais malheureusement très vrai. Ah ouais? Ouais, il a dit à bientôt, on va finir à... Ok, alors là, il faut des couilles. C'est comme les gens qui disent Jéru. C'est quoi Jéru? On n'est pas Jéru. Yerushalayim. Sache, je termine, je finis la parenthèse. Je finis. C'est important de dire les mots en entier. Pourquoi? Parce que chaque mot, il a un koach, il a un mazal, il a une force qui lui est intrinsèque. Si tu trompes le mot, tu ne fais pas descendre le koach de ce mot dans ce monde. Ça reste bloqué. C'est comme le prénom. Ok. Alors là, il faut des c'est plus simple pour moi, par exemple, de faire ma vaisselle. Je m'assois vraiment, parce que je sais par exemple quand je fais la vaisselle et tout, je vais faire vraiment plus longtemps. Quand je vais m'asseoir, je vais faire 5 minutes, ça y est. Non mais il n'y a pas de problème.
Mais t'as Est-ce une que ça bonne devait doute. avoir- Regarde, si tu parles de choses personnelles, tes enfants ils vont pas entendre. Oui, non, pas de choses personnelles. Mais par exemple, genre. Maintenant, tu veux remercier Hachem, etc. Bien évidemment, il faut le faire à voix haute. C'est du chinois 100% pur. Mais pour des trucs que tu fais, par exemple, moi je cherche une place, je dis allez, merci Hachem. Merci Hachem. Donc maintenant, dès que je veux faire, elle me dit merci Hachem. Oui, bien sûr, mais genre, je parle dans la vraie, genre en mode, tu sais, quand on fait comme ça, en train de faire ta vaisselle, tu dis merci Hachem pour ça, merci Hachem pour ci. Genre, j'ai passé une bonne journée, j'ai eu ça, tu vois. Ou même, tu vois, t'entends. Chaque fois que je cherche quelque chose, je demande à la chaîne de me dire, moi, officiellement, tous les jours, je cherche quelque chose. Je vois la chaîne, Tous les jours. et je vois le coup. C'est ça, j'allais te dire. Il y a le merci, mais il y a le avant. Est-ce que tu t'adresses à Dieu pour chacun de tes besoins? Non. Quand tu cherches, ça marche. Tu as besoin de quelque chose. Tu dois aller acheter une robe pour un mariage. Tu vas, tu dis Hachem, aide-moi à trouver le bon endroit, la robe qui est matine, pas trop chère, qui va me plaire facilement, sans perdre de temps. Ton enfant, il voit ça. Mais toute sa vie, ça va être... Direct. Je vais demander à Hachem. On passe un coup de fil au travail. Ma robe. Ça, ce Koachatfila qu'on donne à nos enfants, quand ils nous entendent prier, demander, parler avec Hachem. Et même quand il y a une difficulté, des fois on entend une mauvaise nouvelle, des fois il se passe quelque chose de grave, des fois la maman elle est pas bien, elle va se mettre à pleurer, etc. L'enfant il va voir comment la maman elle réagit. Est-ce qu'elle va commencer à incriminer Pierre-Paul Jacques? C'est la faute de celui-là et l'autre, et s'il m'avait donné, et s'il m'avait fait, et s'il m'avait si, et t'as vu comment il m'a parlé? Quand tu pleures devant tes enfants, c'est pour X raison. Tu vas te justifier. Pas du tout. D'abord, t'as rien à J'ai grandi justifier. avec. T'as rien à justifier devant tes enfants. Non, non, mais des fois. Mais un enfant, il a une incompréhension quand il voit son parent pleurer. Parce que pleurer, pour lui, c'est-à-dire que le parent perd le contrôle. Et ça lui fait peur. C'est pas rassurant pour un enfant. Rien que tu vois des trucs dans les khalash, Ouais. Alors, il a justement. pleuré, quoi. C'est angoissant pour un enfant. Ouais, c'est très angoissant pour un Il enfant. a mal, Bora, je dirais. C'est Azma. Je dis, Omet. Azma. Pour lui, c'est Azma. Oui, parce qu'un enfant, pour lui, il n'a pas la conscience de ce que c'est la perte de quelqu'un, etc. C'est un enfant, il n'a pas les kélim. Mais c'est marrant. La sensibilité, en fait. Quand elle a pleuré. Moi, je me rappelle de ma mère qui, une fois ou deux fois, elle a pleuré, ça m'a vraiment marqué. Ça marque. C'est pas bien, je pense, de Bien sûr, ça pleurer. marque. Ma mère a Moi, je pleuré. sais que, par exemple, ma fille, quand elle me voit pleurer, mais direct, elle se met à pleurer avec moi. Direct. C'est pas bien. Elle me prend dans les bras. Maman, je ne sais pas quand tu pleures. Mais c'est pas bien, Hein peut-être. Je prends quasiment jamais de moi. C'est ça, mais moi, au contraire. Moi, je me souviens que mon père, il n'a jamais pleuré devant moi. Et je me disais, maman, comment papa, il ne pleure pas quand mon grand-père est décédé? Comment il ne pleure pas? Ici, il pleure, il a la j'aurais voulu voir mon père pleurer. Pourquoi Ah oui, pour me dire. Oui, c'est un manque de... Il était dur, mais mon grand-père, il est mort. Pareil, pour faire rigoler et tout. Alors, Ça m'a fait bizarre. alors Ma mère, il faut comprendre que... Non, nos parents... Oui, mais justement, dans la tête d'un enfant... Non, c'était l'émotion, c'est la Non, sensibilité. dans la tête d'un enfant, c'est concevable qu'une maman pleure plus qu'un papa. Parce que la maman, c'est plus rikshi, etc. C'est la femme a la larme facile de ménagère, etc. Que l'homme, t'es un guéder, on pleure pas. Quand t'es un homme, tu pleures pas. Ça se fait pas. Tu ressens pas un homme quand tu pleures. D'accord? Non. Maintenant, de voir ton père pleurer une fois ou deux dans ta vie, je pense que ça suffit. C'est quelque chose de très déstabilisant. Ton papa que tu as toujours craint, tu le vois d'un seul coup dans un instant de faiblesse. C'est très difficile, ne crois pas? C'est très déstabilisant. Oui, mais tu dis comme ça, si tu avais vu ton père pleurer, sache que c'est très déstabilisant. Par émotion, non? Oui, mais même par émotion, par peu importe. C'est très déstabilisant pour un enfant de voir son père pleurer. D'accord? Alors tu vas dire, oh, mon père il est humain, je suis rassurée. Oui, mais derrière... Non, le couple. Khadera. Il y a la Mechitza. Alors non, il y a Harish. Très bon élève. Et là, par contre, c'est pas très déra ici. Non. Jérusalem. Waouh. Eh ben, toi, tu te mets au milieu, c'est entre les deux. 12 points. Alors, non, je ne vais pas répondre à ça parce que c'est pas le sujet du cours, mais
de manière générale, un parent qui a beaucoup d'émotions ou qui, avec un enfant, apprend une mauvaise nouvelle, etc., va se mettre à pleurer, c'est bécédaire. Mais parfois on pleure parce qu'on ne se sent pas bien, parfois on pleure parce qu'on en a gros sur le cœur, parfois on pleure parce qu'on a été contrarié. Parfois... Alors, si nos enfants voient tout le temps pleurer, alors, oui, ça peut être quelque chose de difficile à gérer pour un enfant. Donc ça, il vaut mieux le faire tranquillement, dans ta chambre, à tête reposée, va pleurer ce que tu veux sur ton coussin, il n'y a pas de problème. Maintenant, si d'aventure, tu devais te mettre à pleurer devant un enfant, alors que tes pleurs ne soient pas des pleurs de tristesse. C'est-à-dire que souvent, quand on pleure, on pourrait accompagner nos pleurs de j'en ai marre et j'en peux plus et c'est trop dur, etc. Et là, malheureusement, l'enfant, il va entendre quoi? Ben, ma mère, elle est dépassée, ma mère, elle a de la ratsmout, ma mère, elle est ça. Alors que si déjà on pleure devant nos enfants, au moins qu'on pleure des pleurs de tfila. Des pleurs de tfila. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, c'est compliqué. Kadosh Baruch Hu, Atazoroti, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à sortir de ce matzav, c'est trop dur. Kadosh Baruch Hu, j'y arrive pas. Que au moins ton enfant il voit et que dans tes moments de pleurs, en fait, tout ça, ça soit une fila. Pourquoi? Parce que ce qu'il va voir l'enfant, c'est pas tellement les larmes du coup. Il va voir que sa mère est prise. Or, par exemple, devant les nérotes, ça vous arrive jamais de pleurer devant les nérotes Shabbat à de la carte? Pareil, tu es devant les nérotes, tu vas pleurer parce que tu as eu une difficulté avec un enfant, par exemple, cette semaine, et tu vas te mettre à prier pour lui, et tu vas être en lacha, tu vas te mettre à pleurer. Et c'est marqué dans tes lignes. Azorim bedima, berina yikturu, celui qui sème dans les pleurs, il récolte dans la joie. C'est-à-dire quoi? Qu'un enfant, quand il nous voit pleurer dans un moment de spiritualité, c'est un chinour extraordinaire. Ma mère, elle a tout compris. Quand ça va pas, elle pleure, elle va pleurer à Hachem. Comme un enfant, comme un petit enfant qui a envie de ci, de ça, il va venir pleurer chez sa maman. Maman, j'ai envie. Ça n'a jamais choqué personne. Or, comment on doit être devant Dieu? Des enfants, comme des tinocotes, on doit être devant Dieu. On doit être devant Hachem. Quand on parle à Hachem, on doit être comme des tinocotes, comme des bébés. On ne vient pas devant Dieu comme des adultes, bien construits, tout va bien, fais ta cravate. Non. Tu viens devant Dieu comme un chafel, comme un enfant qui, sans son papa, il est rien, sans sa maman, il est rien. Et qui a besoin de tout, même de nourriture, il a besoin de ses parents pour manger, pour dormir, pour vivre, pour être... Qu'est-ce qui fait, par exemple, cette tendresse, cette vulnérabilité qu'on a devant un bébé? C'est ça, justement. Parce que si on ne le change pas, personne ne va le changer. Si on ne donne pas à manger, personne ne va donner à manger. Il ne sait rien faire tout seul. Si on ne lui coupe pas les ongles, personne ne va lui couper les ongles. Si on ne le lave pas, personne ne va le laver. Cette vulnérabilité, cet être qui est entièrement dépendant de nous, ça touche notre cœur. Donc, comprends par là que devant un Kadosh Baruch Hu, comment tu dois être pour réveiller la tendresse d'Hachem et la rachmanou d'Hachem. Comme un bébé. Léa, tu es dissipée. Tu es au fond de la classe, c'est pour ça, viens ici. Son téléphone, il parle tout seul. C'est pas bien les statues, tu sais, c'est à Vodazara, pas les statues. Troisième force. Je vais presque finir. Troisième force extraordinaire que la maman elle donne aux enfants, c'est le sourire. Le sourire. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, il vient vous réveiller le matin, il ne sourit pas. Il vous fait un petit déj, il ne sourit pas. Il part au travail, il ne sourit pas. Non mais elle est pas Genève la personne, elle ne sourit pas. C'est-à-dire que tu n'as aucune indication sur le bonheur de la personne en face de toi. Il n'y a rien. Un majordome. C'est horrible. Alors que... Alors il y en a, c'est pas ton réveil, et le soir au coucher parce qu'ils sont fatigués, et dans la journée parce qu'ils travaillent dur. Et... Des excuses pour ne pas sourire, on pourrait en avoir plein. Oui, mais au cas des gens, il y a des gens pas souriants, vraiment pas souriants. Tu les vois, c'est Tchabéa toute l'année. Il y a des gens comme ça. Alors, c'est triste,
Mais maintenant, je ne veux même pas parler de ça. Moi, je veux dire au contraire. Ton enfant, il voit que tu as des difficultés, t'as ça, et quand même, maman, elle a tout le temps le sourire. Quel courage ça donne. Et je vous parle de ça, c'est vraiment intéressant. Parce que hier, j'ai eu une discussion avec un de mes enfants, suite au message que quelqu'un m'a envoyé. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que quand je te parle au téléphone, quand on discute, tu entends mon sourire? Il m'a dit, bah ouais, il m'a tout le temps. Je lui dis, tu fais attention à ça? Non, je sais que je suis souriante, mais je lui dis, est-ce que tu fais attention à ça? Il me dit, je fais très attention à ça. Et sache que quand on parle au téléphone avec une personne, en plus, lui, il est en formation sur ce genre de choses, donc c'était vraiment intéressant, on a pu échanger par rapport à ce qu'il fait, ça fait partie de sa formation. Et il a dit, on apprend à traiter avec toutes sortes de personnes, dont les personnes qui ne sont absolument pas souriantes. Il dit, quand une personne, elle n'est pas souriante, dans le business en tout cas, c'est très compliqué. C'est une personne, on n'a pas envie de faire du business avec elle, on n'a pas envie de lui vendre quelque chose, on n'a rien envie. Je lui dis, mais quand tu entends une personne en train de lui parler, etc., tu es concentré sur le sujet que tu es en train de dire. Est-ce que tu penses que la personne est souriante? Il dit oui. Parce que même si on ne va pas y penser de manière fixe, tout au long de la conversation, on sait qu'on parle avec quelqu'un de souriant. Donc, notre cerveau, il est prédisposé à s'ouvrir pour cette personne, parce qu'on entend le sourire de la personne au téléphone. Alors, imaginez-vous, ça, c'est au téléphone. Alors, imaginez-vous quand c'est de visu. Quand, par exemple, la personne, elle est en face de vous, un enfant, il voit tout le temps sa mère en train de sourire. Mais c'est un enfant, il dit, mais je peux traverser tout dans ma vie, ma mère, c'est un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'il faut toujours sourire? Ouais. Ouais, si, enfin, La vie est belle. Vraiment pas sourire. Tu te forces. Et tu mets de la laque. Tu te forces et tu mets de la laque. Comme ça, ça fige. La vie, elle est belle. T'inquiète pas, même Ouais. C'est la qui a dit mon sourire, il faut toujours sourire. Bien sûr, il faut toujours sourire. Oui, mais la fin de journée. Et ben la vie, elle est belle. Mais fatigué ne veut pas dire pas souriant. Quel rapport? Tu peux être fatigué et sourire. Le sourire, et c'est vrai, c'est vraiment le reflet de ce qu'on a dans la Neshama. Pas chaud. Une personne qui va être satisfaite de sa vie, d'elle-même, de son quotidien, etc., elle va avoir aucun problème à sourire. Aucun problème. Même si elle traverse plein de difficultés. Parce que ça n'a rien à voir. Et un enfant qui grandit avec un parent qui a tout le temps le sourire, moi je vous dis, hein, si cette chose-là vous ne l'avez pas, travaillez-la, c'est magique. C'est magique. Et il met... Tu as vu une tête, genre, on va régler les comptes. On va en parler. T'es très souriante, Chai. Il n'y a pas de problème. Là, et à contrario, imaginez-vous, toujours quelqu'un de Mchenef en face de vous. Vous avez envie que d'une chose. C'est, je me souviens, il y a des années. De toute façon, c'est notre miroir, en fait, quand on est souriant, nos enfants. Exactement. Il y a un effet de mimétisme. On est souriant, les enfants vont être souriants. Je me rappelle, il y a 19 ans de ça, on avait passé avec la famille un Pessah organisé. Et à l'époque, donc, Zichrono Livracha, et le Rav Setruk, il était venu. Avec donc sa femme et ses enfants. Il y avait 2 ou 3 enfants à lui, donc qui étaient mariés. Et la rabbinite Setruk, elle avait pris la parole. Et elle avait raconté, alors je ne me rappelle plus dans quel cadre du show, parce que je ne me rappelle pas. Mais elle avait dit, j'ai un de mes enfants, comme ça elle raconte, quand il rentre à la maison, et que je suis en train, par exemple, de m'énerver sur quelque chose, il fait demi-tour et il repart. Il reste là. Alors, on savait très bien de qui il s'agissait. C'était marrant. La femme, ouais, la rabbiniste truc, elle a raconté. Elle a dit des fois, il rentre et j'étais je bougonnais, quoi. Comment on dit en hébreu? Les gam-gam. Les gam-gam, c'est bégayer. Non, les gam-gam, c'est bégayer, mais c'est aussi marmonner. Voilà, les gam-gam. Ronchonner. Ok. Et elle dit, c'est simple, l'enfant il rentrait, il voyait j'étais comme ça, il faisait demi-tour, même pas il venait me dire bonjour.
il voyait ça, il partait. Ok, je m'énervais, je dis, mais c'est insupportable, maman. Je rentre, je viens te voir. Et je te vois marmonner comme ça et être... C'est insupportable, j'ai pas envie. Bien que nous connaissons la rabbinite de ces trucs, c'est pas quelqu'un de désagréable, de boudeur, de pas du tout. Mais bon, on est des êtres humains, des fois, ça peut arriver. Il y a des enfants qui sont très raguiches à ça. Ça les impacte tellement, ils se carapatent. Ils s'en vont. Alors là, il n'habitait pas à la maison, donc il venait voir sa mère. Si ça avait été chez lui, si ça avait été sa maison, par exemple, je pense qu'il serait parti directement dans sa chambre sans faire un petit stop à la cuisine, quoi. Il n'y a pas. Au revoir, maman. Quand tu seras nerveux et souriante, je viendrai te voir. Et ça m'a beaucoup marqué, il y a 19 ans. Je dis, oh là 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 là, combien quand les enfants ils rentrent de l'école, ou quand ils partent à l'école, toujours les accompagner avec un sourire, même s'ils ont fait des bêtises, ils nous ont rendu chèvres le matin, ils se sont pas mis, etc. Toujours un sourire quand ils partent à l'école. Bon courage, bonne journée, d'accord? Être agréable, ouais. C'est très intéressant parce qu'il y a une étude qui dit que le fait de sourire fait travailler 10 fois moins de muscles que de faire la tête. Incroyable. Ouais. Et ce qui est encore plus incroyable, et je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter parce que je trouve ça super. Quand vous prenez un squelette, sans toute la chair, là, sans toute la matière, un squelette, vous avez l'impression qu'il sourit. C'est très intéressant. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas la matière, dès qu'il n'y a pas le chomer, dès qu'il n'y a pas la matérialité, dès qu'il n'y a pas le Yetzer Hara, vous enlevez tout ça, vous prenez le squelette netto, il est super souriant. J'ai l'impression qu'il est en train de se marrer, un squelette, c'est marrant. Il est heureux, le squelette. T'as pas vu Jo? T'as jamais vu dans une... Quand t'étais à l'école, le truc de biologie en sens là, t'avais toujours un squelette pour faire... Oui, d'accord. Non, Je plaisante. mais il y en a même un crâne, tu vois, même, on a vu. C'est extrêmement souriant. Et enfin, la dernière chose, la force que mère. Ah oui, Ranel, tu vas nous faire le rendez-vous. Tu vas nous faire le résumé. Koratula, le sourire et La Emouna. La Emouna, la tefila, le sourire. Et la dernière chose qui donne énormément de poids à un enfant, c'est le toucher. Opa. Le toucher. Et avant, on était très petits. Il est... Non mais le toucher, j'ai pas dit forcément de prendre vos enfants dans les bras. Il y en a des parents, c'est pas leur truc. Il y en a, c'est d'Afka leur truc. Mais au moins, quand vous passez à côté d'un enfant, même pas forcément un bisou, une caresse, une petite main sur la nuque, une main sur l'épaule, une petite chiffonnade sur les cheveux. D'accord? Quand tu passes à côté. Une petite claque quand tu passes à côté. Oui, Maran est donné des claques. Maran est donné des claques affectueuses. Mais bon, nous les mamans, on n'est pas là-dedans. Est-ce que l'humour il se transmet aux enfants? Un geste, un toucher. Vous imaginez pas combien c'est important de toucher nos enfants. C'est exceptionnel. Maman Claire qui fait un petit... Voilà. Opa. 12 points. Alors c'est très rigolo parce que il y a pas longtemps, j'ai ma petite sœur qui m'a envoyé un... On parlait de ça justement, le fait qu'on n'avait pas eu une maman qui était très tactile, etc. Et que c'était un sujet qui revenait très souvent sur le tapis. Pas ici du démonstratif, non? Non, tactile. Je pense que aussi démonstratif. Alors, être démonstratif, tu peux être démonstratif dans plein de choses, mais tactile, c'est important, toucher les enfants. On passe énormément de choses avec le toucher. Ton énergie, tu l'envoies à tes gosses. Dès que tu touches quelqu'un, tu touches une personne, tu lui mets ton énergie sur elle. Et du coup, ma petite sœur, elle m'a envoyé alors je pense qu'elle a, je ne sais pas où elle l'a trouvé d'ailleurs, mais c'est intéressant. Il disait que ce qui est très important, quand une personne ne va pas bien, de la prendre dans les bras. Minimum 6 secondes.
Voilà, le ribou. Pourquoi 6 secondes. Il faut compter au minimum 6 secondes. À partir de 6 secondes, ça fait monter l'oxytocine, donc l'hormone du plaisir, du bien-être. Le corps commence à fabriquer donc et verser dans le corps l'hormone du bien-être. Un contact de minimum 6 secondes. Donc quand vous faites un... D'accord, c'est pour ça que tu ne peux pas tous... Ah oui. Là, ils vont pas aimer. Car on m'a éduqué les enfants, on les a tous éduqués de la même façon. Ah non, c'est pas une éducation, c'est une sensibilité personnelle. C'est une question de sensibilité personnelle. Mais cet enfant qui n'aime pas ça, tu peux lui faire ça quand même. Mais même pas. Ah non, il y en a qui ne peuvent pas éduquer. Tu donnes une gagelle. En général, alors, je peux me tromper de ce que je sais. En général, les enfants qui ne supportent pas être touchés, en général, sont des enfants qui ont un spectre autistique. Ils ont beaucoup de difficultés. Un spectre autistique. Un spectre. Parce que j'arrête pas de parler. Un enfant qui a un spectre autistique. D'accord? Ce n'est pas forcément un autiste. Mais il a un spectre. Ça veut dire qu'il a en lui un quelque chose, ou Asperger aussi, ou ça, qui fait que le contact physique, pour lui, c'est quelque chose de très pesé, très mesuré. Ça représente énormément. Et lui, pareil, il ne touche pas. Et lui, pareil, ne touche pas. C'est un enfant qui ne va pas supporter. Mais attention, ce n'est pas une question de dégoût. Cet enfant-là, c'est pas qu'il est dégoûté, c'est que, pour lui, il absorbe tellement avec le toucher que ce qu'il va recevoir, donc il ne peut pas. Il est obligé de mettre une certaine distance. Alors, évidemment, il ne faut pas forcer avec les enfants comme ça. Jamais. Le mariage, c'est un peu de contrôle. Alors, la différence, c'est vrai, mais la différence avec le mariage, c'est que c'est une chose qui est voulue et choisie par nous. Là, c'est quelque chose qu'on lui impose, dans un sens ou comme dans l'autre, ou par convenance ou convénience, ou parce que l'autre a un besoin de donner son affection. C'est-à-dire que ce que tu pourrais faire avec des enfants comme ça, c'est leur demander la permission avant. Est-ce que tu me permets de te caresser? Oui ou non? Il pourra dire oui. Mais si tu viens d'emblée lui faire comme ça, pour lui c'est une agression. Tu l'agresses. Il ne supporte pas. On ne peut pas forcer. Je parle pas de ce cas de figure parce que c'est des enfants qui sont un peu à part. Après, il y a un âge aussi à l'adolescence. C'est bon, ne touche pas. Ça, c'est pas grave ça. Il râle, tu dis, c'est pas grave, ça te plaît pas, je suis ta mère, tu le fais comme ça, tu fais un bisou, c'est pas grave. Au fond, il apprécie, c'est juste que. Annie Guévert, genre. Touche pas. S'il vous plaît. Non, on parle de. T'es très dissipé, Ravish. Carton jaune. Le prochain, c'est quoi? Mais de manière générale, il faut comprendre que le contact physique, et c'est pour ça qu'un homme et une femme ne doivent pas se toucher avant le mariage, entre autres, le contact physique permet le lien et la connexion. Et un enfant, il a besoin de sentir que sa mère, c'est pas seulement une éducatrice, c'est une maman. C'est-à-dire que l'enfant a grandi pendant 9 mois, il s'est développé pendant 9 mois à l'intérieur de la mère, dans son intérieur. C'est pas les kangourous, il y a une poche ou un... Non, à l'intérieur. Et donc forcément, dès que la maman va toucher l'enfant, il y a ce lien, ce rappel qui va venir. Les papas sont beaucoup plus distants. En général, il n'y a pas une grande nécessité qu'un papa, mais une maman qui va prendre ses enfants dans les bras, qui va les embrasser, qui va les caresser, qui va passer la main sur le bras, le cou, sur l'épaule, un petit massage. C'est des enfants qui ont beaucoup plus de confiance en eux que si le parent ne les touche pas. Ça donne une confiance extraordinaire à l'enfant de se toucher. Alors, quand ils sont petits, c'est pas difficile. On les prend dans les bras, on les... C'est pas difficile de cajoler un enfant de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand ils ont 15 ans, c'est différent. D'accord? À 15 ans, ils sont presque adultes à taille. On n'a pas forcément... Oui, mais t'as pas un petit en face de toi qui va réveiller ta tendresse. Ça grandit pas en même temps. Ça veut dire... On n'a pas arrêté en soi. On n'a pas arrêté d'en faire des gamins. Oui, mais tu vas...
quand ton fils il a 15 ans, tu vas pas le coller serré contre toi. J'ai fait déjà à 14 à 13 ans. Comment? Oui, mais tu vas pas faire la même chose à un enfant de 3 ans que quand il va avoir 13, 14 ou 15. Il faut Il a 3 ans, il a 15 ans, c'est pas pareil. quand il a... Non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à la pudeur. Quand c'est un garçon, il y a une espèce de pudeur à avoir de la maman. Elle va pas se coller à son garçon, il va sentir sa poitrine, etc. C'est très dérangeant pour un garçon. Il ne faut pas faire ça. Mais il faut le manifester autrement. Une main là, on ébouriffe les cheveux, on lui passe la main sur la joue, on vient comme ça derrière, on le serre comme ça, fort comme ça, tu vois, un petit... on lui pose le visage comme ça sur sa tête, d'accord? Mais c'est hyper important d'avoir ce lien, ce contact physique, toucher, cette gestuelle, et se toucher avec nos enfants. Là oui, bien sûr, non, mais c'est très gênant. Voilà, mais les câlins et tout ça, toujours. Moi je me rappelle quand mon fils aîné il était rentré à l'armée, je lui avais dit, je te préviens, hein, je viendrai te voir à la Massa Kunta. Copain, pas copain, je te prends dans les bras, je t'embrasse. C'est la semaine prochaine. Il m'a dit, tu feras pas ça. Alors je suis arrivée, il m'a vu arriver. Je lui ai dit, ok, pas devant tes copains, mais en aparté. Pas dans les copains, genre ça, c'est ta mère. Alors que, Genre dans les mères, elles doivent des câlins. mais bien sûr, il a fait ça comme ça. Mais c'est un enfant qui est, lui, il est genre, ouais, non, c'est pas une question israélienne. Non, il a plus d'aide. Alors évidemment, pourquoi je raconte ça? Parce qu'il ne faut pas forcer non plus. Moi, je m'en fous, j'ai envie de te prendre, non. Il faut respecter cette intimité, il faut respecter, si un enfant il est dérangé, il ne faut pas forcer. Mais malgré tout, maintenir le contact, c'est quelque chose de très important. Voilà. Bonne note. Vous êtes... On n'applaudit pas, jamais. Le cours est dédié. Léilou Nishmat. Delia Sarah. Bat. Dorit. Saïda. Amen. Ata, Began Eden. Amen. Yannick, j'ai une question. Ah oui. Non, et toi.